Quelle digitalisation des archives au Sénégal? Comment y aller? Quelles sont les priorités? Comment assurer la protection des informations sensibles? Le métier d'archiviste se porte-t-il mieux à l'heure de la révolution technologique en cours? Les outils numériques du moment sont-ils une bonne chose pour les adultes de demain? Quel rôle de l'État? Pour en parler ce dimanche, l'enseignant en histoire à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et archiviste Mbaye Thiam, invité de ITEC, l'ancien directeur de l'EBAD, va aussi se prononcer sur la numérisation annoncée de l'histoire générale du Sénégal. À suivre ce dimanche 30 août 2020 aux alentours de 7h25 et 12h25 sur iRadio ITEC, l'émission d'un monde qui change, présentée par Ousmane Gueye. Bonjour à tous, merci d'être fidèles au rendez-vous. Plaisir de vous retrouver ce dernier dimanche du mois d'août, un dernier dimanche consacré, comme annoncé, à l'archivage à l'heure du numérique. Qu'est-ce qui va changer? La révolution digitale est-elle une bonne nouvelle pour le métier d'archiviste? C'est au fond les questions de fond que nous allons aborder avec professeur Mbaye Thiam en visioconférence avec nous. Bonjour professeur Mbaye Thiam. Bonjour Ousmane. Merci. Et bonjour à tous les auditeurs. C'est très gentil à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Professeur Mbaye Thiam, vous êtes un habitué naturellement du groupe Immédiat, professeur d'archivistique et de gestion des documents administratifs, ancien directeur de l'EBAD, l'école de bibliothécaires, archivistes et documentalistes de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar pendant 10 ans, autrement dit entre 1996 et 2006, consultant en service d'information documentaire. Vous avez plusieurs centres d'intérêt dont la gestion de l'information administrative, la mise en œuvre de développement et l'évaluation des systèmes d'information administrative, entre autres. Enseignant depuis octobre 1977, autrement dit, un métier que vous embrassez 17 ans après l'indépendance du Sénégal. Au nombre de vos publications, la Gazette des Archives. Professeur Mbaye Thiam, j'ai fait exprès de rappeler vos débuts dans l'enseignement tout à l'heure, 77. L'officialisation du substantif Internet est venue plus tard, le 1er janvier 1983, parce qu'avant on parlait d'ARPANET. Entre-temps, naturellement, le monde a tellement évolué. Qu'est-ce que ça inspire à l'archiviste que vous êtes, ce changement presque radical depuis 1977 dans le digital? Merci beaucoup Ousmane. La production et l'élargissement dans tous les espaces de travail et d'occupation sociale tout court, du document électronique, du document numérique, a peut-être surpris beaucoup de monde, mais sûrement pas les spécialistes de l'information documentaire, oui, que sont les bibliothécaires, les archivistes et les documentalistes. Nous avons en effet l'habitude de dire que l'immixtion du numérique, de l'électronique s'inscrit dans le processus de la création du document, parce que nous savons tous que même si nous connaissons depuis l'inventaire du papier et de l'imprimerie, le document sur papier, l'information a circulé sur le silex, l'information a circulé sur l'argile, oui, l'information a circulé sur des pierres, sur des peaux de bêtes. Et donc, les archivistes, bibliothécaires, documentalistes ne sont pas surpris au fur et à mesure que les techniques évoluent, on invente des supports d'information. Et l'électronique, nous n'employons pas le mot digital. Digital, oui, c'est les médias et les journalistes qui l'utilisent. Nous ne savons pas ce que ça signifie d'ailleurs. Nous préférons le concept de numérisation et le concept électronique. D'accord. Donc, le document électronique ne nous a pas trop surpris. Par contre, dans nos métiers, comme dans beaucoup d'autres métiers, il a complètement transformé tous les actes que l'on pose. Et aujourd'hui, nous pouvons constater depuis l'invention des autoroutes électroniques de l'information, comme on disait au début des années 80, à l'Internet d'aujourd'hui et aux médias sociaux, pratiquement, ou des réseaux sociaux plutôt, la face du monde, c'est la face du monde qui est en train de changer. Il y a 10 ans, on n'aurait pas pensé faire une émission, vous depuis Dakar, peut-être chez vous, moi depuis Toubab Dialaw, chez moi, et partager ça pratiquement avec l'ensemble de vos auditeurs et de vos téléspectateurs. Oui. Mais ça, c'est l'accélération du processus de création de l'information, mais surtout
de diffusion et de circulation de l'information. Évidemment, ça change les pratiques d'information, ça change les pratiques documentaires et ça change aussi la manière dont on collecte l'information, dont on traite l'information, dont on le conserve et surtout dont on le transmet, dont on le communique. Oui, mais justement, professeur Mbaye-Thiam, vous devez vous sentir privilégié parce que j'ai rappelé que vous avez démarré votre carrière dans l'enseignement en 1977. Aujourd'hui, nous sommes presque fin août 2020. Vous devez vous sentir privilégié actuellement si on compare le professeur Mbaye-Thiam d'alors et le professeur Mbaye-Thiam d'aujourd'hui en termes d'outils dont vous pouvez disposer, c'est diamétralement opposé. Absolument, vous avez parfaitement raison. Mais les spécialistes de l'information documentaire ou professionnels ou enseignants ou chercheurs que nous sommes, nous inscrivons dans la dynamique de l'innovation permanente. À cet effet, d'ailleurs, depuis 6 mois, dans le monde entier, on parle de télétravail, on parle de téléenseignement. Eh bien, à l'école de bibliothécaires, archivistes et documentalistes, c'est une réalité depuis 2001. Depuis 2001, l'école de bibliothécaires, archivistes et documentalistes que j'avais à l'époque l'honneur de diriger avec son comité pédagogique, ses enseignants, ses personnes administratives, ont créé un système d'enseignement qui faisait que, contrairement au système présentiel qui était en vigueur jusque-là et qui est toujours en vigueur, nous avions créé une classe Afrique de l'Ouest qui comprenait l'ensemble des pays d'Afrique de l'Ouest, du Sénégal pratiquement au Niger, une classe Afrique centrale à Yaoundé qui polarisait l'ensemble des pays d'Afrique centrale, une classe Océan Indien qui était placée à Madagascar et qui polarisait les pays de Madagascar, et une classe au Maghreb qui était installée à Rabat. Et avec ces 4 points, nous avons développé jusqu'à aujourd'hui un programme de licence et un programme de master qui fait que depuis une quinzaine, une vingtaine d'années, sur 10 étudiants officiellement inscrits à l'EBAC, les 6 sont sur le présentiel. C'est cela qui fait que pratiquement aujourd'hui, nous ne sommes pas surpris, mais surtout, nous avons appris très tôt, nous archivistes, bibliothécaires, documentalistes, à utiliser déjà dans les années 60-70 le microfilm. On transférait les documents sur papier au microfilm, à côté d'autres techniques de passage vers des supports beaucoup plus élaborés, qui fait que quand le numérique est arrivé, où il a fallu transférer des documents en papier aux documents numériques, la seule question que nous nous sommes posée, c'est à quelle fin? À quelle fin? Quand on fait de la numérisation, quand on passe du papier au numérique, c'est à quelle fin? Mais ça, c'est une question à laquelle nous avions répondu au moment de l'utilisation du microfilm. C'est-à-dire, on transfère le document à des fins de substitution. On peut, par exemple, considérer qu'un fonds d'archives, un fonds de bibliothèque, un fonds documentaire tout court est extrêmement important, pose des problèmes de locaux, de matériel, de logistique. On le transfère sur un support numérique et on l'élimine. Ce que l'on appelle numérisation de substitution. On peut faire aussi de la numérisation de compléments. On a des documents à e-radio, on a des partenaires qui se trouvent ailleurs, on numérise leurs fonds documentaires pour compléter ce dont nous disposons et vice-versa. Ou même de la numérisation de communication, c'est-à-dire numériser les documents à Dakar pour pouvoir les partager avec des gens qui se trouvent hors du Sénégal ou qui se trouvent à l'intérieur du Sénégal. Une dernière question introductive avant que nous n'engagions clairement le fond de cette interview. Comment est-ce que, je parlais de privilégiés tout à l'heure, comment est-ce que le spécialiste des archives que vous êtes voit un peu le monde dans lequel nous sommes, par exemple les réseaux sociaux, vous avez parlé de médias en ligne, où il est très facile d'archiver. Moi, par exemple, j'ai un smartphone comme vous sûrement, et très facilement, nos photos arrivent sur Google Photos et sont archivées presque à vie. Est-ce que ça, c'est une bonne nouvelle pour le spécialiste que vous êtes? Ça dépend du point de vue où on se trouve. Si on se trouve simplement du point de vue de la capacité qui est donnée à plusieurs personnes en même temps de consulter le même document sans se gêner, c'est une excellente chose. Avant, vous aviez un dossier d'archives ou un ouvrage qui se trouve dans une bibliothèque en un seul exemplaire. Quand un utilisateur a mis la main dessus,
Tant qu'il n'a pas fini de le consulter, les autres sont out. Aujourd'hui, 1000 personnes peuvent se connecter en même temps pour consulter le même document. On peut même transformer un document pourvu que l'on prenne évidemment en amont les dispositions nécessaires pour faire que la transformation ne signifie pas l'aliénation. On peut même produire de la documentation, de l'information à l'intérieur de l'information. Donc, c'est une excellente chose. Mais évidemment, il y a des risques. Oui. Il y a des risques majeurs. Les risques majeurs, par exemple, c'est que tant qu'on n'a pas son propre système endogène qui produit et conserve ces documents, on est obligé de se réfugier derrière pratiquement de la technologie et surtout des références extérieures. Vous avez parlé de Google, mais Google est un produit privé qui appartient à une société privée qui gère, donc la gère comme stipulé. Est-ce que le fait d'y placer vos documents vous garantit et la propriété de vos documents, l'exploitation de vos documents et surtout la sécurité de vos documents? Ça, c'est des questions sur lesquelles, dans les réseaux sociaux, comme en sciences, comme en administration, il faut réfléchir de manière tout à fait spéciale. Oui, j'allais ajouter concernant Google, qui de surcroît n'est pas basé au Sénégal, et après, ça a créé tout un tas de difficultés. On le voit souvent avec la police qui, si elle veut récupérer, par exemple, des archives, bon, pas d'archives, hein, vous m'emportez un peu, professeur Mbaye Thiam, dans votre élan, qui veut récupérer, par exemple, des preuves. Après, c'est difficile parce que ces sociétés sont basées à l'étranger. Professeur Mbaye Thiam, archiviste, documentaliste, est notre invité ce dimanche sur e-radio, ce dernier dimanche du mois d'août, mais ne soyons pas emportés par la nostalgie du mois d'août. C'est sûr que l'archiviste que vous êtes va conserver toutes les archives liées au mois d'août, parce que septembre arrive bien sûr. Professeur Mbaye Thiam, ancien directeur de l'EBAD, logé à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, et donc notre invité. Rapidement, les archives et le digital, vous avez plutôt, disons, les aspects électroniques, le thème de cette émission. Qu'est-ce que le digital a changé dans la façon d'archiver au Sénégal actuellement? Si on peut faire un rapide point de la situation. Plutôt que de dire qu'est-ce qu'il a changé, je dis plutôt quelles sont les innovations, les avancées que le numérique a structurées dans la pratique archivistique. Oui. Jusqu'à très récemment, jusqu'au début des années 90 et 2000, nous archivions, c'est-à-dire nous traitions, classions, conservions et divisions des documents en papier. Aujourd'hui, nous sommes obligés de transférer certains documents papier dans les versions électroniques, de les conserver avec les versions papier ou sans les versions papier. Mais mieux, c'est que de plus en plus, nous recevons des documents qui naissent de manière électronique, qui ne sont même pas des documents papier qu'il faut transformer en électronique. C'est des documents qui naissent électroniquement. Quand vous enregistrez une émission depuis votre studio, mais le document fini est un document d'archive, mais il n'existe qu'en version électronique. Comment traiter cela? C'est-à-dire le décrire, le classer, l'analyser et surtout l'indexer et le conserver avec les autres émissions pour qu'à la minute près, quand vous en aurez besoin, le rechercher et le retrouver tout de suite. Ça, c'est un défi à tous les archivistes. Comme c'est un défi à tous les archivistes que de conserver les documents électroniques dans un environnement tropical. Dans un environnement, c'est une question qu'on évacue trop facilement, mais c'est une question extrêmement existentielle par rapport aux documents. Nous sommes dans des environnements très hostiles du fait de la nature. Il fait chaud, il fait humide, il y a beaucoup de poussière, il y a beaucoup de lumière, beaucoup de soleil. Et tout cela oblige les archivistes à prendre toutes les dispositions en matière de conservation pour que le document électronique puisse être conservé aussi longtemps que possible, sinon toujours si cela est possible. Mais il y a surtout les changements de logistique électronique. L'électronique fonctionne à un rythme tellement rapide que tous les ans, avant on disait tous les 10 ans, tous les 5 ans, maintenant c'est d'année en année, à l'été de l'année, que la technologie change. Or, si la technologie change, il faudra faire des réplicages. Il faut passer de l'ancienne technologie à la nouvelle technologie pour permettre l'exploitation des documents que l'on conserve. Ça interpelle également les archivistes. Et puis surtout une question de fond qui interpelle tous les archivistes d'aujourd'hui, à l'heure des archives électroniques, c'est l'accessibilité et la communicabilité.
Tant qu'on avait un dossier d'archives mis dans des cartons, conservé dans des bâtiments fermés à clé, avec accès physique limité à l'archiviste, on pouvait garantir la sécurité légale, c'est-à-dire la conservation seulement aux ayants droit ou aux autorisés à la consultation des documents. Aujourd'hui, avec l'électronique, l'accès aux documents devient beaucoup plus facile. Avec la maîtrise des techniques et des technologies, pratiquement, on arrive, même quand les documents sont sécurisés ou hyper sécurisés, à percer la sécurité, à accéder aux documents. Et ça pose un problème de droit. Ça pose un problème de sécurité. Par exemple, les archives militaires, les archives policières, les archives judiciaires, les archives médicales, les archives économiques stratégiques. Quand un gouvernement met en place une stratégie économique, les documents sont dans des serveurs archivés. Comment veiller sur la sécurité de ces documents pour protéger pratiquement la stratégie du gouvernement. Et tout ça, c'est des questions qui interpellent les archivistes. Il y a évidemment des réponses d'abord légales. Il faut un dispositif légal de protection des documents électroniques, mais il y a aussi des réponses techniques et professionnelles. Ça, les archivistes savent faire, c'est-à-dire collecter, traiter, conserver, mais il y a surtout une question d'ordre technologique, c'est-à-dire l'accompagnement nécessaire des techniciens, des spécialistes du numérique et de l'électronique pour faire en sorte qu'on puisse sécuriser le maximum possible pratiquement les documents et qu'ils soient accessibles, parce qu'on ne crée pas les documents pour ne pas les communiquer, mais qu'ils soient accessibles à bon escient. Oui, votre regard, vous qui connaissez très bien les médias au Sénégal, professeur Mbaye Thiam, je rappelle que vous êtes déjà consultant chez nous à Immédiat, au groupe de presse Immédiat Invest. Votre regard un peu sur les médias et archives au Sénégal à l'heure du digital, parce qu'on sait très bien que nous ne sommes pas peut-être champions forcément, de façon globale en tous les cas, dans la conservation des archives au Sénégal. Nos médias, les archives et le digital. Le regard du professeur que vous êtes là-dessus. Ah, c'est un regard d'inquiétude. C'est un regard d'inquiétude. Déjà qu'il n'y avait pas eu beaucoup de tradition de bonne conservation des archives dans nos pays. Je me souviens que quand Cheikh Anta Diop est décédé, la radio nationale, la télévision nationale ne disposaient pas de repères documentaires pour qu'on puisse célébrer Cheikh Anta Diop. Mais les documents... Oui, mais ça, par contre, est-ce que ce n'était pas lié un peu à l'éternelle rivalité entre Senghor et... Ah non, du tout. Ce n'était pas lié à cela. Non, du tout. Il n'y a pas une tradition dans nos pays, et sur Senghor, dans nos médias, il n'y a pas une tradition de collecte des documents dans les médias, de traitement, de conservation à des fins d'exploration. Ça, ce n'est pas seulement lié à l'Office de radiodiffusion et télévision du Sénégal devenu RTS, même dans les médias privés, pratiquement, il n'y a pas ça. Maintenant, le numérique est arrivé, l'électronique est arrivé et permet de plus en plus d'intégrer la variable gestion de l'information dans les structures. C'est cela qui est la bonne tradition à acquérir qu'on n'a pas encore acquis. C'est-à-dire que quand on crée un réseau de radio, télé, journaux et consorts, on pense à toutes les fonctions, sauf aux fonctions de conservation et de traitement de l'information. C'est-à-dire que dans l'organigramme des radios, télé et autres systèmes de médias sénégalais, on retrouve rarement la fonction archivage. C'est-à-dire, sinon, si on la trouve, on la confie à quelqu'un qui n'a pas été formé pour se débrouiller. Sauf que tant qu'on se débrouille à l'échelle de quelques mètres linéaires de rayonnage, de quelques bobines, de quelques bandes et de quelques films, cela passe. Quand on atteint rapidement avec la capacité de production documentaire qu'offre l'électronique, des centaines puis des milliers d'unités de documentaires, cela devient compliqué. Et je pense qu'il est temps que tous les spécialistes des médias, les responsables tout au moins des médias, pensent en mettant en place leur système, leur réseau à intégrer la variable, la fonction archivage pour que dès le départ, on prenne en charge tout ce qu'ils produisent pour que demain, ce qu'ils produisent soit également source d'exploitation pour leur propre usage. J'allais vous provoquer, professeur Mbaye Thiam, j'allais vous demander quelle est l'utilité des archivistes à l'heure du digital, mais bien sûr, c'est une provocation. Je pose la question autrement, avec beaucoup plus de subtilité. Quelle est la plus-value des archivistes à l'heure du digital? Autrement dit, pourquoi est-ce que nous, par exemple, à e-radio, pour donner notre exemple,
nous devrions avoir un archiviste à nos côtés? Mais parce que quand vous faites votre réunion de rédaction à e-radio comme partout ailleurs dans le monde, on met sur la table une dizaine, une centaine de questions susceptibles de pouvoir être traitées dans la journée, dans les journaux ou dans les différentes émissions. Si il existe un système d'archivage tenu par un professionnel diplômé mais surtout expérimenté, le choix que vous ferez de faire une émission ou sur une question quelconque sera dicté par un ensemble de questions, par exemple l'opportunité ou l'actualité de la question, mais surtout sera déterminé par la disponibilité d'informations à l'intérieur de votre réseau accessibles et consultables, sinon par les moyens qui vous sont donnés de vous raccrocher à d'autres systèmes. Alors, si vous n'avez pas la possibilité de vous doter au moment de faire une émission sur un sujet, sur un personnage, sur un événement, d'acquérir dans les limites de préparation de l'émission les informations les plus récentes, les plus fiables, les plus actuelles, mais vous ne pourrez pas faire une émission de qualité. Et ça, c'est une affaire de spécialité. Ce n'est pas une affaire de débrouillardise, ce n'est pas une affaire de volontarisme. Il s'agit de faire en sorte que quelqu'un qui a été formé pour non seulement traiter, et traiter chez nous, les archivistes traitent l'information comme le journaliste, avec la différence que le journaliste traite et diffuse aussitôt. L'archiviste traite, conserve dans des milliers d'autres documents pour que chaque fois qu'on en a besoin, dans le temps requis, il les retrouve. Et pour cela, il y a des techniques de description, il y a des techniques d'analyse, mais surtout, il y a des techniques d'indexation. C'est-à-dire de création de métadonnées, c'est-à-dire de données sur les données qui ont été traitées, qui permettent, avec un simple mot, de retrouver pratiquement l'ensemble toute une émission ou un personnage ou un lieu ou un événement. Ça, c'est des techniques archivistiques, c'est des techniques documentaires qui sont l'affaire des techniciens de l'information documentaire. Et il me semble que nous n'avons pas encore atteint dans notre pays le niveau de conscience, le niveau de prise de conscience qui fait que quand on crée des médias, on intègre la variable archive. Mais ce n'est pas seulement les archivistes, les gens des médias. Les banques ont connu la situation pendant des dizaines d'années avant de commencer à changer progressivement. Les sociétés nationales, les établissements publics, les ministères de notre pays n'ont pas tous des archivistes. Les gouvernances, les préfectures, les services administratifs, la majorité écrasante des services administratifs de nos pays n'ont pas de services d'archives, n'ont pas de fonction archive, et ce qui fait que pratiquement les documents disparaissent et évalués, enquêtés, audités, contrôlés, mais devient impossible parce que tout cela se fait sur la base de documents. Quand les documents ne sont pas là, on ne peut pas arriver à ces résultats escomptés. Nous avons sûrement un mot en commun, hein. Ça c'est très sûr, professeur Mbaye Thiam, c'est le mot information. Nous avons notre définition de l'information. Chez vous, est-ce que tout est digne d'être appelé archive ou il y a des critères précis? La loi d'archives du Sénégal définit ce que c'est les archives. L'article 1 dit les archives sont l'ensemble des documents, quelle que soit leur date. Cela veut dire donc que ce n'est pas une affaire d'âge. Ce n'est pas un vieux document qui est une archive, c'est quelle que soit leur date, quelle que soit leur forme. Ça dépend, ça peut être une lettre, ça peut être un rapport, ça peut être un procès-verbal, quel que soit leur contenu, quel que soit leur support, qui sont élaborés ou reçus par une personne physique ou morale, un organisme public ou privé, dans le cadre de ses activités régaliennes, traités et conservés à des fins utilitaires. C'est ça la loi. Cette définition réglementaire, c'est la même définition scientifique. Le Conseil international des archives l'a défini de la même manière. C'est des documents qu'on produit dans le cadre d'un mandat. L'émission que vous faites, vous ne le faites pas parce que c'est votre plaisir. Vous le faites parce que vous êtes payé par un média pour produire une émission. Quand vous avez fini de la produire, l'émission est un document d'archive au même titre que la lettre d'accréditation qu'on vous donne pour aller dans une réunion. Et donc, ce document doit être conservé. Et la loi dit combien de temps il faut conserver toutes les catégories de documents, passer ce délai, comment il faut trier à l'intérieur pour pouvoir
désigner, identifier les documents utiles définitivement et les conserver ad vitam aeternam, et les documents qui ne sont plus utiles et les éliminer. Et la loi dit même comment on les élimine. Tout Et cela les est techniques encadré. archivistiques disent également comment on les élimine. Tout cela est encadré. Tout cela est encadré, à la fois juridiquement, parce que détruire des archives, ça ne veut pas dire les jeter dans la rue. Parce que si vous les jetez dans la rue, si c'est des documents en papier, celui qui les ramasse peut les lire. Or, il ne s'agit pas de détruire le contenant, c'est le contenu qu'on détruit. Oui. C'est l'information. Si vous jetez une bande d'émissions que vous avez enregistrées sur e-radio ou e-média dans la rue, celui qui ramasse peut écouter avec la technologie. Par contre, comment on élimine? La loi le dit. Comment on élimine? Les techniques archivistiques le disent. Il s'agit d'enlever la possibilité à quiconque d'autre de consulter ces documents parce qu'on a considéré qu'il faut les éliminer. Et donc, tout ça, on l'apprend dans les écoles d'archivistique, dans les écoles de documentation. Il s'agit tout simplement de prendre conscience qu'au niveau de productivité documentaire d'aujourd'hui, les médias, comme les administrations, ont intérêt à organiser et bien organiser leurs documents parce que très souvent, on sait très bien qu'on dispose de documents, on dispose d'informations sur une question, tout se trouve dans l'immeuble où se trouve le ministère ou la radio, mais personne ne sait où. Parce qu'il y a des centaines, des milliers de mètres linéaires de documents, on ne le trouve pas. Eh bien, si vous avez un archiviste, il vous dira, ça se trouve dans la salle numéro 20, dans cette salle, dans le contenant armoire numéro 10, et dans cette armoire, dans le rayon numéro 3, et dans ce rayon, dans la boîte numéro X. Ça, c'est des techniques que l'on enseigne à des archivistes pour leur permettre en temps réel de trouver un document dès que l'intérêt se présente de consulter ces documents pour quelque fin que ce soit. Une dernière question, professeur Mbaye Thiam, avant d'aller à la pause, et toujours relativement à nos médias. Ça ne vous fascine pas parfois cette facilité qu'ont, par exemple, des médias occidentaux de ressortir des archives presque à la minute près? Non? Mais parce qu'ils sont des archivistes. L'Institut national de l'audiovisuel de France a été dirigé jusqu'à récemment par la personne que moi-même j'ai remplacée comme professeur d'archivistique à l'EBAD, qui s'appelle professeur Bruno Delmas. Il est professeur d'archivistique à l'École nationale des chartes à Paris. C'est lui qui était pendant longtemps, jusqu'à récemment, directeur de l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel, en France. Donc, c'est un archiviste qui dirige l'INA, qui fait que tous les documents que l'INA collecte, qui sont versés, mais on les traite selon les techniques archivistiques pour que quand vous demandez consultation d'un document, on vous réponde à la minute d'abord que le document existe. Si le document existe, sous quelle forme et quelles sont les conditions et les modalités de son exploitation. Quand vous n'avez pas cela, nous n'avons pas au Sénégal l'équivalent de l'Institut national de l'audiovisuel. Or, nous avons la plus vieille radio en Afrique de l'Ouest, c'est Radio Sénégal. Oui. L'une des plus vieilles télévisions, c'est la télévision sénégalaise. Nos télévisions privées sont parmi les premières en Afrique francophone, avec l'ouverture démocratique. Nos radios privées, les médias sociaux aussi ajoutent. Or, aujourd'hui, quel est l'endroit dans notre pays où même les privés peuvent déposer leurs ressources documentaires pour faire en sorte que demain, on puisse porter un témoignage documenté sur un fait, sur un individu, sur une situation, sur un événement. Cela n'existe pas. Et c'est la raison pour laquelle nous appelons toujours à la création dans ce pays d'un centre national de l'audiovisuel où pratiquement derrière les archives de e-média, de Golf TV, de la RTS, de n'importe quel autre média, on puisse aussi faire ce qu'on appelle le dépôt légal qui permettra à ce que quand vous avez déposé une copie de quelque chose que vous avez fait quelque part, tenu par des professionnels formés à cet effet, ça soit définitivement conservé jusqu'à la fin des temps. Comme on doit le faire pour les archives en papier, parce que les archives nationales doivent recevoir les versements de tous les documents de plus de 25 ans d'âge produits par un service administratif qui ne sont plus administrativement utiles doivent être versés aux archives nationales si elles sont évaluées de manière scientifique pour ayant un intérêt scientifique. Mais qui le fait? Personne ne le fait. Nous allons continuer d'en parler, professeur Mbaye Thiam, dans la seconde partie de ce numéro
de ITEC sur iRadio, professeur Mbaye Thiam, ancien directeur de l'EBAD à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, professeur et notre invité ce dimanche sur iRadio. Une pause d'à peu près 25 minutes, le temps de laisser passer là encore des archives, laisser passer les dernières informations de ce dimanche et on se retrouve juste après. À tout à l'heure. Professeur Mbaye Thiam, ancien directeur de l'EBAD à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, est notre invité ce dimanche sur iRadio. Nous parlons archivage digital à l'heure de la révolution technologique en cours. A priori, on peut penser que le métier d'archiviste est trop aisé actuellement, mais le professeur Mbaye Thiam nous explique clairement que ce n'est pas forcément le cas, que ce n'est pas toujours le cas. Professeur Mbaye Thiam, archiviste, documentariste, est notre invité ce dimanche sur iRadio. Dans cette seconde partie, professeur Mbaye Thiam, nous allons parler de comment est-ce que nos autorités gèrent les archives au niveau du Sénégal, la digitalisation de ces archives-là. Est-ce que vous pensez que, à côté de la volonté, que l'efficacité y est clairement aujourd'hui? De toute façon, il y a deux niveaux de participation à ces grands talents de numérisation et d'électronisation progressive. C'est la prise de conscience ou l'obligation. Parce que ou c'est l'un ou c'est l'autre ou les deux à la fois. Cela veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de choix aujourd'hui à être dans la société de l'information ou pas. On y est forcément. La société de l'information, c'est la société des technologies de l'information et de la communication. Et la société de technologie de l'information et de la communication, c'est la production pour l'essentiel de documents électroniques qu'il faut partager de manière électronique, consulter de manière électronique, diffuser de manière électronique. Et donc, notre pays a quand même une stratégie, parce qu'il ne faut pas le nier. Dans le cadre du sommet mondial pour la société de l'information, oui, le gouvernement de notre pays avait bâti une véritable stratégie du numérique. C'est-à-dire considérer que le numérique est une opportunité à la fois sur le plan éducatif, sur le plan économique, sur le plan même culturel, et qu'il y avait là à faire un ensemble d'investissements dans les infrastructures et les équipements, dans les matériels et la logistique, et surtout dans les stratégies, c'est-à-dire le numérique et la santé. Depuis longtemps, la faculté des sciences médicales de notre université fait pratiquement de la télémédecine. Oui. Le numérique et l'enseignement. L'école de bibliothécaire archiviste, je vous ai dit, depuis 2001, tous les étudiants ont le choix de s'inscrire en licence à distance ou en maîtrise à distance. Master. Nous avons des étudiants jusqu'à Madagascar, jusqu'aux Seychelles, jusqu'au Cameroun et beaucoup d'autres facultés. Et puis notre université, notre pays a créé depuis bientôt 6 ans ou 7 ans l'UVS, l'université virtuelle du Sénégal, qui permet d'enseigner entièrement. Mais il faut que tous les secteurs de la vie, parce qu'il n'y a pas un seul secteur de la vie qui est épargné par le numérique. Eh bien, dans chaque secteur, le numérique est l'agriculture, le numérique est le commerce, le numérique est le tourisme, le numérique est. Il faut bâtir des stratégies sectorielles spécialisées à chaque catégorie d'activité et faire en sorte que tout cela soit coordonné par le ministère en charge de nouvelles technologies de l'information et de la communication, parce que cela nous donne la possibilité de jouer dans la cour des grands sans avoir les moyens. Quand j'ai commencé à faire de l'enseignement à distance à l'EBAD, il me fallait faire un abonnement à la Sonatel à l'époque à 1 200 000 francs par mois pour avoir une ligne spécialisée pour pouvoir faire les cours à distance. Wow. Et c'est en 2001. Aujourd'hui, mais pratiquement c'est gratuit. Mm-hmm. Vous allez dans toutes les maisons, enfin pas toutes dans la plupart des maisons à Dakar, les gens ont le Wi-Fi. Vous avez un téléphone portable, un smart téléphone, vous avez le Wi-Fi. Vous avez une télévision. À l'heure de Zoom aussi, à l'heure de Zoom, l'outil qui nous permet de faire cette à l'heure de Zoom, vous faites votre émission, vous êtes à Dakar, à Toubabdiala, on est en train de faire une émission dans les conditions pratiquement idéales, comme si on était face à face. Maintenant, la question, c'est que le numérique est un gros avantage. À l'époque, on parlait d'infos riches et d'infos pauvres.
inforiches, c'est-à-dire les gens capables de produire, de stocker et d'utiliser l'information. Et on nous disait, vous êtes des infos pauvres. Aujourd'hui, le numérique nous a fait gagner, faire des pas de géants. Oui. Tout le monde boxe dans la même catégorie. Mais pour boxer dans la même catégorie, il faut évidemment un bon entraînement, un bon entraîneur, une bonne stratégie, une bonne préparation. Et tout cela nous donnera les moyens pratiquement d'être dans la cour des grands. Cela suppose, comme je disais, qu'il y ait une stratégie nationale. Et que derrière la stratégie nationale, il y ait des stratégies spécifiques. Et que le privé, comme immédiat, comme pratiquement les autres secteurs des médias privés, également se lancent là-dedans et qu'il y ait par contre un encadrement de sorte à ce que le numérique ne soit pas pratiquement une panacée qui permet à chacun ou à tous ceux qui le veulent de faire n'importe quoi, y compris en menaçant les intérêts stratégiques du pays ou les intérêts privés des catégories. Et ça, je pense que le pays fait des avancées là-dedans. Il y a évidemment que les organisations de la société civile y ont beaucoup aidé. Moi, j'ai beaucoup apprécié parce que je connais les gens qui travaillent. Osiris a fait faire des pas de géants à la réflexion sur la stratégie, à la mise en place des stratégies et à l'application des programmes. Et c'est des enseignants-chercheurs, des spécialistes, des techniciens dans le public, dans le privé, qui sont dans une association et qui ont permis, sur la réflexion, de faire des avancées extrêmement importantes et leurs conseils et leur accompagnement par rapport aux stratégies publiques peuvent aider notre pays à faire des avancées extrêmement importantes dans le domaine du numérique et de l'électronique. Surtout que, Ousmane, et c'est par là que je vais terminer sur cette question, allez-y. Le secteur qui produit le plus de plus-value économique dans le monde, c'est le secteur de l'information. Aujourd'hui, la marchandise la plus prisée dans le monde, c'est l'information. Ce n'est pas le gaz, ce n'est pas l'or, c'est l'information. On parle d'ailleurs est une marchandise. On parle d'ailleurs d'intelligence économique avec l'information. L'intelligence économique, derrière l'intelligence économique. Moi, j'ai eu à lire les documents de référence sur les stratégies d'intelligence économique de grands pays dans le monde. Je ne les citerai pas parce que j'y ai accédé à ces documents où l'on montre que les gens vous disent ce n'est plus nécessaire d'avoir du pétrole, ce n'est plus nécessaire d'avoir du gaz. Il faut maîtriser les informations stratégiques sur le pétrole et le gaz. Et d'ailleurs, traduit en termes technologiques, ça donne la data, la donnée. On dit aujourd'hui que la donnée, elle est le pétrole du XXIe siècle. Mais bien sûr, si le Sénégal a du gaz et du pétrole, mais ne maîtrise pas les données, ne maîtrise pas les besoins exprimés sur le pétrole et le gaz, ne maîtrise pas la logistique qui existe sur le pétrole et le gaz, ne maîtrise pas les circuits financiers sur le pétrole et le gaz, mais le pétrole, on ne va pas le boire. On ne va pas le boire, notre pétrole. Donc, il nous faut, à côté de notre pétrole, maîtriser d'abord toutes les compétences et savoir-faire sur le pétrole, mais surtout l'ensemble des informations stratégiques sur le pétrole, sur le gaz. Il en est de même de l'arachide. Pourquoi nous produisons de l'arachide que nous exportons chez des gens qui le transforment en huile et qui nous vendent une huile beaucoup plus chère que l'arachide que nous leur avons vendu? La plus-value, elle appartient à ce moment-là, non pas à celui qui a produit l'arachide pour faire de l'huile d'arachide, mais à celui qui a pu transformer l'arachide et le revendre. Tout cela nous donne une impérieuse exigence, c'est que nous devons, dans notre pays, de mettre l'accent sur une politique nationale des données stratégiques. Une politique, ce que j'appelle une politique nationale des données stratégiques. Notre pays doit se doter des moyens, les moyens personnels en ressources humaines existent, les moyens scientifiques existent, de pouvoir organiser une stratégie nationale de collecte des données, de traitement des données, de conservation et surtout d'utilisation efficiente de ces données chaque fois que de besoin pour que, à l'heure des discussions, des débats techniques, mais surtout des débats économiques, nous soyons suffisamment informés pour ne pas être débordés par des gens qui maîtrisent plus d'informations que nous n'avons. Parce que cela se joue aussi à ce niveau. Les gens les plus informés sur une question, mais sont en avance sur ceux qui ne le sont pas sur la même question au moment des dangers. Cela comporte donc des enjeux. Les enjeux sont portés par des défis. Les défis, nous les avons. Les enjeux, les capacités, nous les avons. Je pense que
il est temps de le faire. Mais cela ne dédouane pas les privés, Oui. que vous êtes immédiats ou autres réseaux de médias, de s'organiser en amont pour que l'ensemble des secteurs d'activité publics ou privés soient chacune à son niveau une petite rivière qui coule tous vers le même fleuve, lequel fleuve coule vers la mer et arrive à un point de chute qui est le Sénégal. Nous aurons à ce moment-là fait la preuve que c'est notre intelligence qui se trouve en termes d'information et de données dans des documents que nous produisons ou que nous recevons qui constitue notre matière première essentielle dans la bataille pour l'émergence d'abord, pour le développement et puis surtout pour la concurrence avec les pays qui nous entourent et les autres pays du monde. Professeur Mbaye Thiam, archiviste, ancien directeur, ancien patron de l'EBAD est notre invité ce dimanche sur e-radio. Un peu plus tard, vers la fin de cette émission, je vous demanderai votre regard personnel sur ce monde marqué par une vitesse grand V aujourd'hui, ce monde marqué par l'intelligence artificielle, par le big data, mais ça serait un peu plus tard parce que tout de suite, j'ai envie de poser une question sur un gros chantier qu'on vient de lancer au Sénégal, qu'on a relancé au Sénégal sous la présidence Macky Sall, c'est l'écriture de l'histoire générale du Sénégal. Nous avons fait le point dernièrement sur e-radio dans un journal de midi où il était question de digitaliser ces archives une fois que la version papier sera prête. Comment est-ce qu'on devrait s'y prendre? Parce que l'interlocuteur de ce jour-là nous disait que des Sénégalais vivent en dehors du Sénégal, il faudrait qu'ils arrivent à consulter les archives, mais plus encore, on doit les digitaliser simplement pour mieux les sécuriser. Le regard de l'archiviste que vous êtes là-dessus aussi. Quand le président de la République et son gouvernement ont lancé le projet d'écriture de l'histoire générale du Sénégal, j'ai eu à l'époque à dire que depuis l'indépendance de notre pays, c'est l'un des projets les plus ambitieux, mais les plus utiles qu'on ait lancé. Parce que ma conviction, ce n'est pas que je suis historien, je le dis, c'est que j'ai une conviction forte, articulée autour d'une démarche scientifique, c'est qu'un peuple qui ne maîtrise pas son histoire est un peuple absent de l'histoire, c'est-à-dire de la marche de l'histoire. Parce qu'il n'y a pas de génération spontanée. Nous sommes aujourd'hui, en 2020, au XXIe siècle, le produit d'une longue évolution de notre pays depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. Et tout ce qui se fait aujourd'hui trouve des explications, des origines dans ce qui s'est fait. Et donc, j'ai pensé, et je pense encore aujourd'hui, que c'est une œuvre majeure. On aurait dû commencer par là à l'indépendance de notre pays, parce que notre histoire a été stoppée dans son évolution par l'intervention étrangère, avec la traite négrière, la colonisation. À l'indépendance, nous devions de retomber sur nos pieds et de repartir à partir du point où on avait été stoppé. Nous ne l'avons pas fait, nous avons couru pratiquement derrière tout le monde et aujourd'hui, on se rend compte 60 ans après qu'aucun pays anciennement colonisé par la France ou l'Angleterre en Afrique ne s'est développé ou n'est sur la marche du développement. Alors donc, on s'interroge. Et c'est la raison pour laquelle je pense que c'est une chose extrêmement importante. La mission a été confiée au professeur Ibader Thiam et avec l'équipe qui l'entoure, composée de plusieurs centaines de personnes. Et encore une fois, ça aussi, il faut le clarifier. On n'a jamais demandé au professeur Ibader Thiam d'écrire l'histoire du Sénégal. On lui a demandé de piloter, de diriger. Et il remplit toutes les conditions scientifiques, académiques requises pour le faire. Vous faites allusion à la polémique un peu sur l'écriture ou non? Vous semblez faire allusion à quelque chose. Non, je veux dire que la commission, c'est une commission pour écrire l'histoire et que le professeur Ibader est un coordonnateur. Il y a des centaines de personnes qui sont spécialistes de questions d'histoire qui écrivent cela. Or, l'une des résolutions de cette commission, c'est qu'une fois que l'ensemble des volumes seront réalisés, tous les documents qui ont servi à la production de ces volumes seront conservés de manière numérique, seront numérisés pour permettre à ce que d'autres générations qui vont venir et qui auront ressenti la nécessité de continuer à éclairer sur notre parcours historique
puissent bénéficier de cette expérience, mais surtout de cette expertise. Parce qu'il s'agit d'une véritable expertise. Pour écrire l'histoire du Sénégal de l'Antiquité à aujourd'hui, il faut rassembler des centaines de personnes, il faut rassembler des commissions où l'on discute de tout jusqu'à la forme d'écriture avant de s'entendre sur un document final. Maintenant, quand on aura fini, les documents également seront sur version papier, ceux qui sont déjà sortis le sont sur version papier, ils seront sur version électronique. Il appartiendra maintenant aux autorités publiques de déterminer les conditions d'accès, de consultation et d'exploitation de ces documents. Mais dans tous les cas, à la fois les documents finis comme les documents de préparation des documents finis seront numérisés pour que cette expertise puisse être versée au patrimoine documentaire, au patrimoine d'information scientifique de notre pays qui aura mobilisé à un moment donné l'expertise locale, nationale, pour pouvoir faire l'écriture de notre histoire de l'Antiquité à aujourd'hui. Votre regard maintenant comme premier, professeur Mbaye Thiam, que pensez-vous un peu de la révolution digitale en cours sous l'angle des réseaux sociaux, des algorithmes, sous l'angle de l'intelligence artificielle, des robots, du big data? Je fais exprès de poser une question globale parce que je veux recueillir le sentiment qui est le vôtre. Que pensez-vous de cette révolution qui va très vite? C'est une révolution universelle. Vous savez, la mondialisation, je dis souvent à mes étudiants qu'on n'a pas le choix. Quand il y a une dizaine d'années, le gouvernement du Sénégal et surtout l'université a décidé de basculer dans le système LMD, les étudiants étaient contre. Ou en tout cas une partie des étudiants. Des enseignants même étaient contre, ou une partie des enseignants. Sauf qu'à l'époque, je disais, nous n'avons pas le choix. Il y a une mondialisation de l'enseignement supérieur, où nous entrons dans cette mondialisation en y apportant notre plus-value, notre spécificité, notre particularité, où nous créons un ghetto sénégalais de l'enseignement supérieur dans lequel nous produirons notre propre condition de prisonniers scientifiques et académiques. Eh bien, la révolution du numérique, c'est la même chose. Nous n'avons pas le choix. Quand les autoroutes électroniques de l'information, comme on appelle l'ancêtre de l'Internet, s'est créé, j'avais dit dans le cadre d'une conférence qui se déroulait à Montréal, les créateurs de l'Internet ont ouvert un boulevard. Ils ont dirigé l'ensemble des routes secondaires vers l'autoroute. Quand nous arrivons à l'entrée de l'autoroute, nous n'avons plus le choix, même de retourner en arrière. Tout le monde entre. Mais quand vous rentrez, est-ce que nous allons tous à la même direction? Est-ce que nous allons tous au même endroit? Est-ce que nous allons tous à la même vitesse? C'est ça les spécificités qu'il faut décliner à l'échelle de chaque pays, à l'échelle de chaque société, en rapport avec ses spécificités culturelles. Nous n'avons pas le droit, par exemple au Sénégal, d'utiliser l'Internet comme on l'utilise dans d'autres sociétés qui n'ont pas les mêmes réseaux sociaux, les raisons, qui n'ont pas les mêmes raisons culturelles que nous. Par exemple, aujourd'hui, les réseaux sociaux sont devenus le champ idéal pour la transmission de certaines philosophies. La philosophie de l'homosexualité, la philosophie d'une certaine forme de dépravation des mœurs, la philosophie d'un certain nombre de caractéristiques que des sociétés ailleurs me considèrent comme normales. Notre société, culturellement, est donc dans son ADN, mais est inaccessible à cela. Est-ce que nous devons dire, à ce moment, on l'espère quand même, les gens ont le droit de... Non. Les réseaux sociaux sont aussi le moyen le plus adapté, mais pour acculturer les jeunesses des pays info-pauvres. C'est-à-dire, on transforme progressivement le petit Sénégalais en petit Américain, en petit Occidental, dans sa manière de penser, dans sa manière d'agir, y compris dans sa manière de se vêtir. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, porter un jean, porter un t-shirt et une casquette est pour un Sénégalais plus à la mode que de porter un tchaïa ou un sabador? Professeur Mbaye Thiam, oui. Je posais la même question à Benoît Ruel, ancien animateur de idées sur RFI, qui vous a devancé
dans ce magazine E-Tech sur e-Radio. Est-ce qu'aujourd'hui, en regardant le monde se faire et se défaire, notamment à travers les fake news sur Internet, est-ce que ça fait de vous un homme inquiet, un homme pas du tout rassuré? Moi, je suis à la fois très optimiste parce que je pense que les réseaux sociaux et les technologies de l'information sont des facteurs de démultiplication des possibilités d'accès à l'information et à l'information scientifique et technique. Des facteurs de progrès, donc. C'est une bonne chose. Le fait de permettre à un jeune Sénégalais qui se trouve au fond de la Casamance, au fond du Djolof ou du Fouta, qui a un téléphone portable, de pouvoir se connecter sur un serveur et d'accéder à des informations dans le cadre de ses études, dans le cadre de ses inquiétudes, de ses recherches, c'est une excellente chose. Mais de la même manière, mais je suis très inquiet, effectivement, je suis inquiet pour notre culture en tant qu'Africains, notre culture en tant que Sénégalais. Parce que si les réseaux sociaux permettent à ceux qui détiennent la majorité des plus-values dans le domaine des technologies et des techniques, mais arrivent à imposer derrière un outil leur culture et leur vision du monde, c'est notre culture qui va disparaître. Et ce que Senghor appelait le rendez-vous du donner et du recevoir, quand on y sera, on ne sera que des consommateurs de la culture des autres, des consommateurs de la vision du monde des autres. Nous avons intérêt, sans chercher à dominer qui que ce soit, à cultiver notre spécificité en fonction de notre philosophie de la vie, du sens que nous donnons à notre présence sur Terre, de nos convictions à la fois morales, sociales et spirituelles. Nous sommes un peuple de croyants. Cela ne veut pas dire que nous allons prendre des fusils pour imposer notre croyance à tout le monde, mais nous avons le droit de préserver notre croyance pour que, si elle disparaisse, nous ne disparaissions pas avec en tant que culturel. Ce qui se trouve, que l'on trouve aussi dans le monde occidental, où pratiquement les gens n'ont plus de repères sur le plan spirituel, de repères sur le plan religieux et même de repères sur quelques plans moraux. Mais ils arrivent à amenuiser cela encore par rapport à leur force économique. Nous n'avons même pas cette force économique, cette puissance économique qui nous permette d'amenuiser les coûts. Et donc, je pense que les réseaux sociaux, c'est une bonne chose. Ma conviction intime est qu'on peut faire des réseaux sociaux des outils d'enseignement, des outils d'éducation, des outils de formation en démultipliant le nombre de personnes auxquelles est dédié le message. Que faut-il faire aujourd'hui? Est-ce qu'il faut accroître la sensibilisation ou bien il faut carrément prêcher la démondialisation, la déconnexion du Sénégal à cette révolution en marche? On ne peut pas déconnecter, ce n'est pas possible. La démondialisation, ça n'arrivera pas. Le monde va de plus en plus se connecter. Le village planétaire de Meglouane, c'est une réalité. C'est une réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pratiquement, cette émission, nous aurions pu la partager avec des gens qui sont en France, avec des gens qui sont aux États-Unis, avec des gens qui sont... Ce qui est le cas d'ailleurs, oui. Or, donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'on ne peut pas s'enfermer dans un ghetto et créer une spécificité africaine, sénégalaise, wolof, halpulaar ou autre. Il s'agit de savoir si, comme disait le personnage de l'aventure ambiguë, si ce que nous gagnons à entrer dans le monde, si ce que nous gagnons à entrer dans le monde vaut le peu de choses que nous y perdons. Parce que la mondialisation, c'est une rencontre de civilisation dans laquelle chacun perd quelque chose et gagne beaucoup. Mais il faut y aller en préservant ce qui est inéluctable à notre marche culturelle, économique, sociale, politique et autres. À ce moment-là, nous prendrons aux autres ce qui nous est utile, mais ce qui nous est utile qu'on prend aux autres ne changera pas notre réalité, notre identité, pour ne pas dire. L'enracinement avant l'ouverture, là encore, c'est Senghor qui revient par absolument, absolument. Merci. S'enraciner dans nos valeurs culturelles, dans nos valeurs morales, dans nos valeurs spirituelles et être ouvert, largement ouvert à tous les apports fécondants, comme disait Senghor. Faire en sorte que
tout ce qui est utile ailleurs et qui est bon et qui ne transforme pas l'homme sénégalais au point de lui faire perdre son identité, qu'on puisse se l'approprier. La preuve, on s'exprime en français, mais c'est la France qui a amené le français chez nous, mais c'est aujourd'hui une langue qui lui a échappé. C'est le butin de la colonisation, comme disait l'autre. C'est une bonne chose qu'un Sénégalais puisse parler et se faire comprendre dans le monde. Mais si parler français nous fait perdre le Wolof, nous fait perdre le Halpulaar, le Joola, le Sérère et les autres, nous ne parlons plus français. Nous singeons les Français. Et ça, nous n'avons pas le droit, en vertu de l'héritage que nous avons reçu, de tomber dans un tel piège. Merci beaucoup, professeur Mbaye Thiam. Ce dernier dimanche du mois d'août, ITEC recevait le très ouvert, mais aussi le très enraciné professeur Mbaye Thiam, professeur d'archivistique et de gestion des documents administratifs, ancien directeur de l'EBAD, de l'école de bibliothécaires, archivistes et documentalistes de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il a été directeur pendant 10 ans, consultant en service d'information documentaire. Il a plusieurs centres d'intérêt. On peut citer rapidement la gestion de l'information administrative. Merci infiniment, professeur Mbaye Thiam. Rendez-vous, disons, dimanche prochain, Inch'Allah, sur iRadio. Quant à vous, professeur Mbaye Thiam, on vous retrouve sûrement demain lundi, n'est-ce pas, dans nos locaux. Hein? C'est moi qui vous remercie, Ousmane, et à lundi, Inch'Allah. Merci, professeur. À très bientôt. Merci à vos auditeurs à qui je souhaite une bonne fête de Ashura. Merci, professeur. Excellent dimanche et excellente semaine.